Chers amis de Païs TV, bonjour. Cars amis des Païs TV, bonjour. Nous entamons un cycle d'émissions sur un sujet qui est particulièrement cher au cœur des Niçois, Julien. Effectivement, il s'agit de la cuisine niçoise, qui, comme chacun le sait, est une cuisine très particulière. Plus que particulière, car il est bien connu qu'il n'y a que deux cuisines qui ont un label au sein de l'Hexagone, la cuisine lyonnaise et la cuina nissarde, la cuisine niçoise. Oui, et ce sujet nous a semblé mériter plusieurs émissions, tant il y a de richesse dans notre cuisine et qu'elle est le symbole d'une culture enracinée dans cette terre du pays niçois. Cette cuisine a fait l'objet de nombreuses publications et livres divers, et elle propose un label Cuisine Nissarde pour les restaurateurs du pays qui respectent un cahier des charges et peuvent l'afficher sur leur vitrine. À cet égard, nous sommes allés rencontrer plusieurs personnages emblématiques de la culture niçoise, tels que Alex Benvenuto, Richard Keraski, Sarah Sautier, Pascal Coletta. Et pour cette première émission, nous allons vous parler du rapport de la culture et de la cuisine niçoise avec notre ami Richard Keraski. Bonjour à tous, voilà, avec Païs TV, nous sommes aujourd'hui à Berre, chez notre ami Richard Keraski. Et puis, comme vous savez, dès que deux Niçois se rencontrent, on parle de cuisine. Hein, Richard? De cuisine et de cul. Ségur, mais aujourd'hui, l'émission sera sur la cuisine, seule sur le cul, on la fera peut-être plus tard. Non, mais c'est vrai, on discutait, on disait que quand on était jeune, au bar, on discutait de cul, naturellement, et maintenant qu'on est un peu plus mûr, on parle toujours de manger, et de manger bon. Et de plus en plus, je trouve que c'est les hommes qui ont toujours quelque chose à dire en cuisine, parce que de plus en plus, c'est eux qui la font. Et moi, j'adore ça. C'est vrai d'ailleurs, on le sait. Donc là, on est chez toi, c'est un paysage merveilleux, comme on peut le voir aujourd'hui. Et on va parler de cuisine parce que tout au long de ta carrière, de tes spectacles, de partout, tu as beaucoup parlé de cuisine. Oui, parce que pour moi c'est lié, quoi. C'est-à-dire la cuisine pour moi c'est un peu comme, c'est une forme d'art de toute manière. C'est-à-dire que je fais avec autant de plaisir. Je peux écrire un sketch, inventer une petite manduque ou la faire tout simplement pour les amis. C'est un peu, ou même un dessin, ou même faire la campagne. C'est-à-dire la vie est liée un peu par le côté je produis et je mange ce que je produis. Et ce que je produis me fait manger aussi à travers les spectacles, ou à travers les bouquins, ou à travers mon travail, quoi. Oui, et puis c'est quelque chose d'important, en effet, d'abord le côté de l'art culinaire, en effet, il faut voir cet aspect-là. Deuxièmement, il y a le côté culturel. C'est vrai, une cuisine, ce n'est pas neutre. Quand on a une cuisine comme la cuisine niçoise, c'est vrai qu'il y a une spécificité importante de cette cuisine. Il y a une spécificité importante et qui est de plus en plus escagacée, si je peux dire, quoi. Malheureusement. Je suis un jeune marié et donc on s'est marié entre deux confinements avec ma femme Aris et on nous a offert des bons pour manger je nommerai pas le restaurant parce que c'est trop honteux, quoi. C'est un restaurant sur le port et il nous a accueillis très gentiment. Et c'était absolument dégueulasse. Et le mec, il nous faisait le plan, parce qu'on n'a pas dit qu'on était niçois, donc il nous faisait. Et maintenant, nous allons avec les fraises de Caras, qui est juste derrière la montagne, chez nous, comme ça. Et puis vous avez aussi en garniture les petites tomates. C'était des groseilles. Je dis putain, mais où on est tombé? Tout était absolument dégueulasse. Donc, la cuisine niçoise, c'est quelque chose de très simple, c'est quelque chose qui se fait de saison, mais par des gens qui sont amoureux de la chose et pas simplement des bachas qui, sous prétexte de faire de la cuisine de chez nous, quoi, font de la merde. Voilà. D'accord. Bon, tu me donneras l'adresse en aparté, comme j'habite au port. Hein. Oui. Et non, mais surtout, ce qui est important de dire, c'est qu'il y a une relation entre la culture et la cuisine chez nous, parce que ça fait partie de notre histoire. Je raconte souvent, quand je fais mes programmes historiques, qu'on a eu, notre histoire s'est faite avec l'apport de populations qui sont venues ici, qui sont devenues nissardes parce qu'ils aimaient le pays, quoi, carrément. Ils ont adopté la langue, les coutumes, et ils ont apporté quelque chose dans notre façon de vivre, mais dans la cuisine, il y a beaucoup d'apports qui viennent, c'est vrai qu'on a aménagé à notre façon. Bien sûr, parce que le pays niçois, c'est d'abord un pays d'accueil. Et donc, tous les gens qui sont venus, en même temps d'amener leur joie de vivre, ont amené aussi leur manière de manger, leur goût, leur spécificité et leur délicatesse aussi par rapport à leur pays, parce que je me suis rendu compte que
tous les Niçois qui sont à l'étranger, entre guillemets, ils sont encore plus précis dans la confection des plats niçois, parce qu'il faut ci, il faut ça. Alors bien sûr, tout le monde fait le plat de sa grand-mère ou de sa mère qui s'en rappelle, et puis c'est à travers le regard qu'on a porté sur nos mères ou ceux qui faisaient, ou moi, mon père aussi faisait à manger, qu'on a appris. C'est-à-dire qu'il y avait la cuisine, c'était un endroit très important, un endroit où on faisait les devoirs. On se réunissait, on écoutait la radio, en regardant ma mère qui faisait à manger, quoi. Donc ça laisse des traces, des souvenirs, des odeurs. Les odeurs, c'est formidable, les odeurs. Le pire, c'est quand on se retrouve invité chez des gens qui sont bien gentils de nous inviter, puis quand on rentre dans la cuisine, ça sent le monsieur propre. Là, tu te dis, putain, qu'est-ce qu'on va bouffer? Ouais, aseptisé complètement. Les odeurs de cuisine, l'odeur de l'oignon, le chant du lapin qui rissole dans la casserole, tout ça, c'est des trucs, il faut le vivre, quoi. Oui, qu'on a vécu, c'est sûr qu'on a vécu, et qu'en effet, on retrouve pas dans les restos de la ville, qu'on peut retrouver des fois. Moi, je circule beaucoup dans les villages, dans les vallées, un peu d'impertout, et on retrouve des fois cette cuisine familiale qui est très rustique, mais on s'en fout parce qu'on mange bien. Ben, c'est fait avec des riens, quoi. Ouais. C'est-à-dire, le pays niçois, c'est pas un pays riche. Il n'y avait pas des vaches, des trucs comme ça. Donc, il y a très peu de viande. On fait de la cuisine sans beaucoup de viande, avec beaucoup de légumes. En plus, en ce moment, on commence à avoir les premiers vrais légumes du coin, parce que les mecs qui te font rire, qui te font le pomme bagna au mois de décembre, ou les petits farcis à Noël, quoi. Faut arrêter, quoi. Oui, ça, c'est se moquer du monde, ça. En effet, c'est le propre de la cuisine, c'est de manger localement et aussi de saison. C'est une des caractéristiques de cette cuisine. Comme je disais, c'est vrai que c'est un pays qui est pauvre et qu'il a fallu se tordre un peu le cerveau pour trouver des accompagnements, parce que c'est vrai que tout ce qui accompagne, on met des choses fortes pour essayer à la fois des sauces, plein de trucs comme ça qui nous sont propres. Un peu de fromage, un peu de l'ail, en ce moment, il y a l'ail nouveau. Oui. Alors, il faut profiter. Moi, à midi, alors, on m'a donné, il y a un copain qui est venu du Var, l'autre fois que j'ai invité, qui m'a apporté des tomates. Il m'a dit, elles sont bonnes, tu verras bien de ça. C'est vrai qu'elles n'étaient pas mauvaises. Donc, à midi, je me suis frustagné une tomate sur du pain avec un peu d'huile, du vinaigre et de l'ail. Ouais. Je me suis mis deux gousses d'ail. Ouais. Et je me suis régalé. C'était vraiment... J'ai mangé ça avec bonheur, avec un coup de rosé. Paf. Non, mais c'est vrai que les gens t'apportent, comme tu dis, avec gentillesse, des produits venus d'ailleurs ou autres, en pensant qu'ils sont excellents. Moi, je te donne une anecdote, tiens. Ma femme, que j'ai connue dans la capitale des Français, là-haut, elle mangeait des tomates tout le temps. Puis elle me dit, t'en manges pas. Tu es niçois, tu manges pas de tomates. Je dis, mais c'est pas des tomates. Donc, quand on est descendu ici, je l'ai amené au marché, pris une tomate, j'y goûte. Ah, ben j'ai dit ça, c'est une tomate. Oui. Non, donc c'est vrai qu'il y a le fruit d'ici, le légume aussi. C'est-à-dire, tu vas dans les restaurants, ils mettent un peu de vert, un peu de rouge, quoi. Toujours. Oui. La tomate, ça a le goût de rien. Hein, bien sûr, tu la jettes contre le mur et rebombe. Ouais. Tu vois, c'est lamentable. Toujours un peu de mesclun dessus, comme ça. C'est pas comme ça qu'on mange. Le mesclun, il se mange avec une bonne sauce. C'est comme là, dernièrement, on a profité des cébettes. Des févettes, les févettes, maintenant c'est devenu des févasses, donc on les mange bouillies, mais quand elles sont petites, les févettes, petites févettes, avec des petits artichauts violets, avec des cébettes, avec une sauce à l'anchois, et bien de l'huile, avec du bon pain. Ça doit se voir que je salive en ce moment. C'est le meilleur plat du monde. Non, mais c'est vrai que c'est très important. Et c'est vrai que quand on prend... Moi, je vois quand tu achètes des produits en supermarché, ce que j'évite de faire, je préfère ou trouver quelques producteurs ici ou là dans le haut pays, ou alors même je vais à Ventimille, parce que tu passes la frontière, au lieu du béton, tu as des serres là-bas. Et moi, les trucs, ils tiennent plus d'une semaine, les fruits, les légumes, alors que les autres, en 3 jours, c'est de l'ail. Voilà. Donc, c'est important, le produit, et les gens ont perdu le sens du produit, et ça, c'est ce qu'il faudrait redonner. C'est-à-dire, on dit, on répète, en fait, tout le monde le dit, tout le monde le répète, qu'il faut manger de saison. Le problème, c'est que les gens ne connaissent plus les saisons. Ouais, c'est-à-dire, ils ne savent pas quand pousse une tomate, comment pousse une tomate, comment pousse une fève. Ils ne savent pas. C'est-à-dire, personne. Si on ne te l'apprend pas, tu ne le devines pas. Moi, je vois quand il y a des gens qui ont aucun rapport avec la campagne, qui montent dans ma campagne, je les vois, ils peuvent marcher sur des pieds de courgettes, ils savent pas.
ils savent pas. Donc, il faut commencer petit, quoi. Mais pour nous, pour moi, qui a été habitué à la campagne, à toujours voir mes parents faire, j'ai l'impression que c'est normal. Ouais. Mais en fait, il faudrait l'apprendre un peu à l'école, quoi. C'est-à-dire leur expliquer ce que c'est. Il faut pas simplement leur dire manger les saisons, il faut leur expliquer les saisons, comment pousse un petit pois, quel moment on le cueille, pourquoi on le cueille, pourquoi on l'appelle un petit pois, comment on enlève la peau du petit pois, parce que ça fait un peu plus, et tout ça. C'est toutes des choses simples, mais voilà, c'est plus pratique de les acheter congelés, c'est sûr. Mais c'est sûr que l'école n'assure plus la transmission du savoir. Un exemple, le fils de ma femme, un jour, elle l'amène dans une ferme, puis elle dit c'est un cochon. Il fait mais non, un cochon c'est comme ça. Il avait vu que des petits trucs, que des jouets, quoi. Oui. Il avait jamais vu un cochon, quoi. Donc c'est vrai que si on voit pas sur le terrain, on peut pas concevoir. Et puis c'est vrai que le progrès fait du mal. L'arrivée du train, ça tue un peu toute l'agriculture locale parce qu'on faisait venir tout d'ailleurs. Si tu veux, alors bon, il y a quelque chose qui s'appelle le progrès et qu'on ne peut pas revenir en arrière. Non, c'est sûr. Simplement, c'est l'éducation. L'éducation, c'est quelque chose qui se maintient et qui peut se perpétuer et qui doit se faire et s'expliquer, quoi. Quand les gens sont éduqués, déjà, il y a moins de guerres, il y a moins de disputes, il y a moins de disputes, il y a moins de non-compréhension des autres, quoi. Ça aide. Ouais. C'est vrai, la rencontre avec l'autre est très importante et permet de, comme tu dis, de dialoguer, de s'apporter mutuellement quelque chose. On apprend toujours des autres. Oui, tout à fait. On apprend toujours des autres. Simplement, il faut qu'il y ait une possibilité de discussion et un sujet de discussion et justement cultiver sa terre et préparer son manger, ça c'est un bon sujet de discussion. Et là, on peut discuter avec un Turc, avec un Grec ou même avec un Marseillais, on y arrivera à se comprendre. Peut-être. Oui, donc ça prouve bien donc en fait ce rapport de la culture et de la cuisine. Et c'est un petit peu ce lien que tu as fait dans tes spectacles parce que tu veux montrer des fois par l'absurde ce côté de non-compréhension de notre cuisine. Je me souviens de plusieurs sketchs où il y a le mec qui vient, tu le rembarres parce que c'est pas comme ça, monsieur, on mange comme ça ici. Enfin, je résume un peu. Mais si tu veux, l'avantage dans un spectacle, c'est qu'on peut grossir le trait. Voilà, grossir le trait et se moquer un peu des autres et surtout de soi-même. De soi-même, oui. De son rapport qu'on a avec le manger et tout ça. Je sais qu'il y a des copains, on dit toujours la bouffe en fait. Il faudrait dire le manger, c'est plus joli. C'est plus beau. Oui, c'est plus joli que la bouffe. Et dans les spectacles, j'en parle toujours parce que c'est toujours autour d'une table, autour d'un verre, que se racontent les histoires. La convivialité aussi, ça existe, quoi. Ouais. Hier, on ne pouvait pas faire la fête de la musique, donc on s'est réunis. On a une petite chorale, il y a des copains qui sont venus de Coiraz et tout, et chacun avait amené quelque chose à manger, et c'était à la fois convivial et heureux, quoi. Ouais. Et c'était très bien. Eh ben, nous, on avait l'atelier de Coiraz qui est descendu faire de la musique, on a dansé avec eux à Nice. C'était sympa ce côté échange important. Et tu as fait un livre, alors je voudrais en parler de ce livre, La Blette et le Cougourdon. Je vais pas lui commenter, tu vas m'en parler. Le pourquoi, le comment, qu'est-ce que ça... Alors tu as des choses à dire. C'est-à-dire, au départ, c'est donc les éditions Giletta avec Gilbert Grisoni qui m'avait demandé, parce qu'on s'était trouvé à table dans un resto, on y était trois, il était avec une nana absolument magnifique, et moi, au bout de quelques rosés, je commençais à mélanger le français et le niçois, et la nana, elle disait toujours, mais qu'est-ce qu'il dit? Et je dis, mais qu'est-ce qu'il dit? Comme ça, tu vois. Alors j'ai expliqué, puis Gilbert il m'a dit, tu vois, tu devrais faire un bouquin, un dictionnaire, un truc comme ça. Ah, j'ai dit non, c'est pas mon truc de faire des bouquins et tout ça. Il me dit, putain, c'est un bon sujet et tout. Puis si tu veux pas le faire, je demande à Noël Pernat. Je dis, bon, alors je le fais. Donc je l'ai fait, et c'était donc le parler à Nice, et ça a très très bien marché. Oui. Et donc comme ça a bien marché, ils m'ont demandé de faire ce qui se fait dans les maisons d'édition, de faire un livre sur le manger, le manger bon. Et je sais que, donc là j'ai commencé à me rendre compte que des livres de cuisine sur notre pays, sur l'Italie, sur la Provence, sur la haute, il y en a des millions de livres, et un plus intéressant que les autres, quoi. Et notamment un livre, un recueil qu'on m'avait donné à Saint-André, que c'était un club de dames qu'il avait fait. Il y a des recettes absolument magnifiques. Alors je me suis dit, je ne vais pas faire un livre de recettes en plus, donc il fallait y mettre un peu mon truc à moi, c'est-à-dire j'ai parlé de mon rapport avec la terre, avec mes enfants, avec en préambule, c'est
mon père et ma mère m'ont expliqué que la terre était basse, mais que ça valait le coup de s'y pencher, quoi. Ouais. Et tout est parti de là. Et je raconte mon enfance. Et c'est un livre de cuisine qui se lit pendant que les plats cuisent. Voilà. D'accord. Et c'est toujours une cuisine assez simple et bien sûr de saison. J'ai calculé sur les saisons les différents plans. Surtout, c'est une approche tout à fait différente de tout livre qui venait. Et puis surtout, le sujet est tellement vaste, on risque de se noyer justement d'avoir pris un œil particulier sur la cuisine, qui est intéressant parce que la blette et le cougourdon, on sait très bien que le cougourdon font partie de nos instruments de musique. Et on parle d'art, on parle de tout, de culture. Je pense que cuisine, musique, etc., culture... Moi, le cougourdon, c'est une passion ouais. depuis toujours. Je fais des expos. Là, en ce moment, je perds moins sur les cougourdons, je les sculpte moins, mais je les dessine. Je les dessine et je vais en faire une quinzaine à partir de toujours du même plan de travail, en les tirant. Voilà, ça je me régale à faire. Et puis je fabrique toujours les pétadous. Pétadous, oui. Et puis, et là, je fais fabriquer par les copains de Toulouse une mandoline avec un cougourdon qui est absolument. C'est ce que je voulais faire, m'en faire fabriquer une pour jouer un petit peu, parce que je gratte un peu, j'écris beaucoup pour Noël. Je te donnerai l'adresse, après je te la montre, tu auras un son. Ouais, parce que en ce moment je travaille beaucoup sur la musique. On a un projet avec Noël sur une comédie musicale, on a plein de trucs, et j'arrête pas. Donc il y a ce rapport à la fois la cuisine, parce que la blette. La blé, les cagablés, voilà, c'est ça, on est des cagablés, parce que la blette, on en met partout. Donc ça, en plus ça, l'expliquer, les gens, ils disent, pourquoi? Ben la blette, il y en a d'un partout. Et le cougourdon qui se mange, mais qui sert aussi à faire des instruments de musique, qui sert aussi à faire l'ouprésé, puis des fois on faisait des présés, puis les petites crèches niçoises qui n'ont rien à voir avec les crèches provençales. Le cougourdon, c'est un fruit de la famille des cucurbitacées, qui certains se mangent quand ils sont jeunes, c'est-à-dire les premières courges qui ont été mangées ici en pays niçois, c'était des cougourdons. Les Chinois, les Vietnamiens, les Thaïlandais continuent à manger du cougourdon, mais il faut qu'il soit frais. Après, en séchant, il devient extrêmement dur à l'extérieur et creux à l'intérieur. C'est en ça qu'il se rapproche de l'homme. Très important. Et donc, à partir de là, tu peux en faire des gourdes, tu peux en faire... qu'en vieillissant, devenir dur, se rapprocher de l'homme, bon, enfin bref. Dur de l'homme. Et moi, j'organise le festival de la cougourde et du cougourdon au mois de novembre. Oui. Donc, chaque année, cette année, avec ce putain de machin, on n'a pas pu le faire. On distribuait des graines en avril, le moment de planter, et les gens venaient montrer leur production au mois de novembre, et surtout celle de l'année d'avant, parce qu'il faut au moins une bonne année pour que le cougourdon arrive à sécher correctement, et on peut commencer à le travailler quand il a une peau un peu épaisse, quoi, parce que des fois il y en a, il reste faible, quoi. Et c'est toute une science. Et chaque fois que je rencontre des gens qui sont branchés sur les cougourdons, on peut en discuter des heures et des heures et des heures et des heures. Et pendant ce festival, il n'y a rien que des gens qui sont passionnés de cougourde, quoi, de cougourdons. Donc on arrive à avoir des expositions magnifiques avec Raoul Gagliolo qui vient du nord de la France, qui s'est expatrié là-haut et qui a une collection mondiale, quoi, qui 2 années de suite il est venu. Cette année je sais pas si on va faire autre chose, mais si tu veux c'est infini. Ah mais les gens passionnés, moi j'adore. C'est infini. Et chaque fois, tu trouves des gens qui font des trucs exceptionnels. Ouais, carrément, c'est une académie du cougourdon que tu as créée, en gros. Et ce qu'il y a d'intéressant, ce que tu as dit, on distribue des graines. Ça a rapport aussi avec notre vieille culture, avec les fameux monts granitiques, où on donnait les graines aux plus pauvres, on échangeait entre gens, et puis certains achetaient, mais surtout c'était cette idée de communauté où on partageait, puis ceux qui n'avaient pas les moyens, on leur donnait. Et ça me plaît beaucoup, cette idée de donner les graines, et puis après il y a toujours les échanges de graines, parce qu'on y a encore quelques-uns au village à planter, puis à Coiraz aussi, ils ont une serre communale qui donne des plants et on arrive à se retrouver. C'est-à-dire, si tu es ici, si tu es dans un village, si tu as un jardin, c'est impensable de ne pas mettre 4 pieds de tomates, de courgettes, enfin, je sais pas moi. Tu vois, c'est un truc comme ça, quoi. Et en plus, là, il y a... on ne peut plus aller en Italie acheter les plantes, donc on est obligé d'aller au Gamme Vert et les gens regardent un peu, parce que bon...
Et pourtant, on est un pays de contrebandiers, c'est une vieille tradition Ouais. d'aller chercher les trucs. Tu vas chercher les graines de tomates là-bas. Mais bon, voilà, c'est cultiver ces légumes, le plaisir que tu as de chaque année, je dis l'année prochaine, je ne fais plus rien parce que ça prend du temps. C'est-à-dire semer, voir pousser, tout ça, oh, c'est passionnant. Et après, quand tu commences à planter, il y en a un qui cague, l'autre qu'il faut remplacer, arroser, à quel endroit tu le mets. L'année dernière, j'ai mis ça, donc je ne peux pas remettre ça. Tu vois, c'est tout un truc, ça devient compliqué. Et après, tu pars plus. C'est comme si tu avais des animaux, tu vois. Ouais. Parce que tu pars une semaine, s'il n'y a personne qui s'occupe de ton jardin, il meurt. Ouais. Il meurt de désespoir, Ouais. de plus te voir, de plus avoir de contact avec toi. Abandonné, oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Ben, moi, c'est pour ça que je conseille souvent aux gens de lire ce bouquin, là, La Bête et le Cougourdon, parce que c'est une approche particulière de la cuisine et en même temps de la culture. C'est important. On en reparlera puisqu'on va évoquer toutes les publications un peu plus tard dans l'émission. On reparlera de ton livre, Richard. Et puis, en conclusion, je dirais, pour cette première partie de notre émission, on va ensuite démarcher d'autres gens qui font des trucs intéressants dans les vallées, d'autres qui en font sur Nice, qui font l'international, parce que cette cuisine a un label, c'est une des rares cuisines qui a un label en France. Hein. Donc, ce serait con de la laisser, enfin, excusez-moi l'expression, mais de la laisser en l'état. Il faut non seulement la protéger, la promouvoir, et puis surtout, c'est une cuisine du cœur, une cuisine qui nous tient à cœur. Faut qu'elle vive. Faut que ça soit vivant. Voilà. Faut qu'elle vive. Il faut pas la laisser dénaturer, parce que après, c'est dommage, on perd le sens de cette cuisine. Donc, en conclusion, sur ces rapports cuisine, culture et tout, et sur qu'est-ce que tu voudrais nous dire sur la cuisine niçoise? De faire très attention, surtout de faire attention à ce qu'on mange, de bien connaître les gens qui la font et les gens qui t'invitent, les gens qui te proposent de déguster leur science, leur envie, leur joie de te faire partager un plat, et surtout un minimum de sérieux de la part des restaurateurs, pour éviter de nous faire manger des choses hors saison en disant que c'est une spécialité niçoise, tu vois. Ouais. Voilà. Donc c'est tout simple, parce que après tu peux congeler, on a essayé de congeler, en fait des expériences avec les copains et copines, de congeler des beignets de fleurs de courge. Ça se fait, mais bon, qu'on le fasse entre nous, ça va. Mais tu peux pas le servir après dans un restaurant. Ou alors le mec, s'il te dit c'est des fleurs fraîches, tu te lèves, tu t'en vas. Tu dis juste, voilà. Mais voilà, le truc c'est essayer et puis manger doucement. Si tu dis ça, tu dis faites de la politique et plus de la cuisine. Hein. Il faut manger doucement, savoir ce qu'on a dans la bouche, tu vois. Bien croquer, bien mordre, bien manger. Penser avec les yeux, avec la tête, avec tous les goûts que ça peut venir, tu vois. Et ça, c'est basique, quoi. On mange pas de la patchoc, on mange des choses bonnes. Tu vois, il faut manger des choses bonnes. Oui, non, c'est sûr, et c'est que les gens d'ailleurs se rendent compte qu'ils mangent quelque chose qu'ils ne mangent pas ailleurs, quoi. C'est vraiment, c'est quelque chose, c'est notre patrimoine et c'est très important. Ben écoute, Richard, merci. Là, on a une belle introduction à notre émission. On va continuer avec les amis qui vont suivre sur cette émission de la cuisine. Et puis, peut-être un jour, rapidement autour d'une table. Et on viendra bien sûr au Festival des Cougourdons cette année. Oui, il va avoir lieu. Hein. Alors, il y a le manger bon, là c'est Jérémy qui s'occupe du manger, c'est extraordinaire. Il y a 200 repas qui sont servis, enfin il y a 2000 personnes qui passent, il y a toutes les bandes de musique du coin, c'est la fête, voilà. Ça commence le vendredi soir par une exposition, après l'exposition il y a une grosse manduca, et puis la chorale et les kazous joués donc avec les Cougourdons, donc il y a Coraz qui vient, on y a une grosse bande. On joue tous les classiques et ça fait une belle fête. Le samedi, c'est pour les enfants et les autres exposants, les expositions. Et le dimanche, c'est la fête. Eh ben, c'est formidable et je pense que ce sera peut-être le sujet d'un reportage qu'on fera, Julien, à l'occasion de cette fête des Cougourdons 2021, puisqu'on n'a pas pu l'avoir l'année dernière. Cette année, on va faire une belle fête. Merci, Richard. Merci à vous.